Jean-Luc Morisseau, vous étiez animateur de la 3e séance de l'année, organisée par le Laboratoire en Innovation, Technologie, Économie et Management, le LITEM, qui est un laboratoire commun à l'Université Paris-Saclay, à l'Université d'Évry-Val-d'Essonne et à Institut Mines-Télécom Business School à Évry. Avant que deux des invités du jour répondent à nos questions, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le thème de cette séance, Recherche et innovation responsable, du 24 mai, sur les objectifs et sur le choix de ses invités? Cette séance aujourd'hui, c'était de s'intéresser, de remettre la recherche à l'intérieur de la société. C'est-à-dire quel est l'effet de la recherche sur la société, sur les personnes sur lesquelles on enquête, quel est l'effet de la recherche sur le chercheur éventuellement et toutes les implications qui se passent. Et pour ça, plutôt que parler en général, on a voulu prendre un cas d'une recherche très particulière qui était finalement une investigation sur le cas de la Société Générale et le cas du trader Jérôme Kerviel, en invitant des acteurs qui étaient au cœur de cette question-là. On avait Jean-Philippe Denis, qui certainement chez nous, à l'intérieur du monde académique, est la personne qui n'a pas cessé d'alerter notre monde de la gestion en disant « Attention, là il y a quelque chose qu'il faut qu'on regarde, c'est notre responsabilité et il se passe des choses qui sont à montrer ». On avait Philippe Houbé qui a été, au moment du scandale de Jérôme Kerviel, qui était en charge de tout le back-office de la Société Générale et qui nous a montré ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait croire et également les effets qu'il a eu sur les personnes et sur lui-même. On a eu également Martine Orange qui aujourd'hui est à Mediapart et qui à l'époque était à la Tribune et qui a mené tout un ensemble d'enquêtes, d'investigations de son point de vue journalistique spécialiste des questions économiques et financières, pour nous parler effectivement sur la longue période de ce qui s'était passé, de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut dire et ce qu'il est extrêmement difficile de raconter également. Philippe Houbé, vous participez aujourd'hui au séminaire de recherche académique intitulé Recherche et innovation responsable. Avant de répondre à nos questions, je me permets de faire un bref rappel des faits qui permettront de vous resituer dans cette affaire. Au moment des faits en 2008, vous étiez responsable du back-office sur les dérivés listés à la FIMAT, filiale à 100% de la Société Générale. En 2012, vous avez été témoigné devant la Cour d'appel de Paris pour expliquer à cette Cour à quel point les éléments qui étaient portés à sa connaissance contenaient des impossibilités techniques. La Cour ne vous a pas vraiment écouté, mais son jugement a été par la suite annulé par la Cour de cassation pour son volet civil et renvoyé devant la Cour d'appel de Versailles. Vous avez également été amené à témoigner devant la Cour d'appel de Versailles pour le volet civil de l'affaire. À l'issue de ce second jugement de l'affaire sur le fond, le préjudice financier n'est finalement plus imputé à Jérôme Kerviel. Philippe Houbé, la première question qu'on a envie de vous poser dans le cadre de ce séminaire, c'est: avez-vous trouvé une écoute dans le monde académique? Oui, tout d'abord, j'ai rencontré Jean-Philippe Denis, je pense qu'on peut le citer, et par la suite d'autres enseignants-chercheurs qui se sont regroupés pour étudier un peu cette affaire. Et effectivement, j'ai plus d'écoute de la part des enseignants-chercheurs, bien souvent, que de la justice elle-même. Qu'est-ce que les chercheurs auraient pu faire dans une situation comme la vôtre? Je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu faire beaucoup plus, dans la mesure où, quelque part, il semblerait que la justice ait décidé de se passer d'expertise. Donc, à partir du moment où la justice, que ce soit au moment de l'instruction ou au moment des différents procès, a décidé de se passer de l'expertise des professionnels, effectivement, les enseignants-chercheurs risquent de ne pas être écoutés de la même manière. C'est-à-dire, si on ne veut pas d'experts, on ne va pas demander l'avis des enseignants-chercheurs non plus. Mais ils auraient certainement apporté au moins leur statut. Moi, j'étais qu'un simple petit employé, et c'est vrai que quand on est diplômé et enseignant, on est plus crédible quelque part. Quel message voudriez-vous faire passer aux chercheurs en sciences de gestion, notamment aux professeurs en école de management? Déjà, s'il y a un message à faire passer, c'est que l'exigence d'éthique est quelque part, quand on voit cette affaire, est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie d'une analyse des dysfonctionnements. On ne peut pas faire l'économie quelque part d'un travail de recherche sur ces dysfonctionnements, parce que si on fait l'économie de ce travail-là, on ne pourra jamais atteindre le minimum d'éthique nécessaire. Voilà. Quel a été l'impact sur votre vie privée de votre prise de position dans cette affaire? Un impact réel et assez lourd, à vrai dire.
Je passerai sur... Enfin, c'est des choses personnelles, mais ça a été assez lourd, entre autres la perte de mon emploi, bien sûr. Quels enseignements doivent en tirer les étudiants en école de commerce qui pourraient tout à fait un jour se retrouver dans une situation comme la vôtre et devoir faire le choix de témoigner ou non? Je ne peux pas me permettre de donner des conseils parce que je crois que chacun doit prendre ses décisions face à lui-même. Je ne peux pas recommander à des jeunes de prendre des risques inconsidérés. Chacun voit avec sa propre conscience. Et je n'ai pas de conseils, voilà, je ne me permettrai pas. En tant qu'initié et expert, avez-vous une responsabilité de prendre la parole face aux médias, au grand public ou même aux judiciaires qui ne comprennent pas forcément les sujets en cause? En fait, pas vraiment, dans la mesure où, dans le cas qui nous intéresse, des initiés, il y en avait des dizaines et des centaines. Je suis le seul à avoir pris la décision de témoigner dans cette affaire, mais je comprends très bien la décision inverse de tous ceux qui n'ont pas voulu le faire, parce que d'abord c'est très lourd de conséquences. Et donc, qu'est-ce qui m'a amené personnellement à le faire? Comment dire, quelque part c'est presque un coup de tête, c'est presque, voilà, je trouve qu'il faut faire ça, mais je ne peux pas forcément l'expliquer et je pense pas que c'était forcément de ma responsabilité de le faire, dans la mesure où j'avais aucun niveau de responsabilité dans l'histoire. Pouvez-vous nous faire un bref rappel des faits dans l'affaire dite Kerviel? Rappel des faits de l'affaire Kerviel, un trader, Jérôme Kerviel, au sein d'une banque, Société Générale, prend des positions délirantes dans la période 2007, pour faire simple, entre mars 2007, janvier 2008, période où, en parallèle, va débuter la crise financière. Le 9 août 2007, la BNP ferme 3 fonds, et ce qui est aujourd'hui unanimement reconnu comme le moment où débute la crise financière, et donc là, il se passe quelque chose sur lequel on a encore beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé 10 ans plus tard, à savoir d'un côté un trader qui prend des positions qui vont conduire à près de 7 milliards de pertes qui vont être ramenées à 5 milliards, des pertes qu'il va devoir rembourser, c'est une dette vis-à-vis de la Société Générale, c'est ce que va dire la justice en 2010, ça va être confirmé en appel en 2012, puis la Cour de cassation va confirmer la peine pénale, donc les années de prison, mais va casser les dommages civils en disant il faut revoir la responsabilité, intégrer la responsabilité de la banque. Donc ça repart en appel, et en appel en 2016, 23 septembre précisément, Jérôme Kerviel n'est plus condamné qu'à 1 million d'euros, donc 0,02% de responsabilité. Donc voilà, une affaire qui se déroule en pleine crise financière. La crise financière d'ordinaire, on considère qu'elle démarre avec l'effondrement de Lehman Brothers 15 septembre 2008. En fait, aujourd'hui, on sait qu'elle a démarré le 9 août 2007. Il y avait ceux qui le savaient, il y avait ceux qui ne le savaient pas, il y avait Jérôme Kerviel au milieu. Quelle est la responsabilité des chercheurs face à une affaire comme celle impliquant Jérôme Kerviel et la Société Générale? Quelle est la responsabilité des chercheurs face à une affaire impliquant Kerviel et la Société Générale? Je vais dire, c'est la responsabilité de tout chercheur dans quelque domaine que ce soit. Première possibilité, ça ne me regarde pas. Alors ça, c'est une affaire privée qui oppose en privé un ancien salarié à son ancien employeur, ce qui d'ailleurs ça va être instruit au prud'homme. Voilà, donc en fait il n'y a pas de question de recherche. Voilà, il faut laisser passer ça. Deuxième possibilité, c'est une affaire dont je sens qu'elle met en jeu des questions de management, puisqu'on parle juste précisément d'un ancien salarié avec une hiérarchie, une équipe de direction qui ne voit pas les engagements que prend le salarié, une perte de trading absolument considérable. Voilà, quelle question de management ça pose? C'est la deuxième manière de l'appréhender. Puis il y a une troisième manière de l'appréhender qui est de dire attention, en fait, c'est un cas d'articulation entre justice et management. Peut-on arbitrer de la responsabilité respective de Jérôme Kerviel ou de sa hiérarchie sans intégrer les concepts de sciences du management? Moi, ma vision, c'est que c'était le point 3 qu'il fallait retenir, c'est-à-dire qu'il faut intégrer les sciences du management, sans quoi la justice ne peut pas faire son travail. Qu'est-ce qui explique que peu de chercheurs aient écrit sur ce cas? Que peu de chercheurs aient écrit sur ce cas, j'avoue que je ne me l'explique pas forcément. J'ai évoqué 3 positions possibles, je pense que la plupart ont considéré que ça ne les regardait pas.
Un élément d'explication, c'est que la recherche aujourd'hui est quand même très structurée par grandes disciplines. Finance d'un côté, comptabilité contrôle, donc là on aurait dû s'y intéresser logiquement. Marketing, bon ça ne nous regarde pas. Stratégie, oh bah non, c'est du rock trading, voilà. Donc finalement ça tombe un peu à côté de toutes les boîtes. Et à ce titre, c'est révélateur aussi d'une sorte de divorce qu'il y a eu en matière de recherche entre des travaux de plus en plus spécialisés et des problèmes pratiques qui, eux, se posent toujours dans toute leur complexité. Et donc, il y avait une certaine tradition de recherche-action, de vouloir appréhender cette complexité du réel, qu'on a peut-être un peu perdu avec le souci de se spécialiser et le souhait surtout de publier. Et donc, probablement que ça ne permettait pas de publier très facilement le cas Kerviel. Donc voilà, alors après, est-ce que les chercheurs auraient dû s'en saisir? Il me semble que oui, et je suis ravi de constater que dans le numéro spécial de fin d'année 2017 de la Revue française de gestion, deux chercheurs, Oussama Ouriemi et Benoît Gérard, se sont saisis du cas Kerviel et posent explicitement la question de l'impact des différents jugements et de l'évolution du cas de Kerviel sur 10 ans et des interrogations que cela pose à la recherche en management. Quels sont les risques, les abus de pouvoir et les dangers qui peuvent menacer le chercheur dans un cas comme celui-ci? Le premier risque, c'est d'un jour de tourner la clé de sa voiture et de partir avec. Donc je plaisante à moitié, mais quand on travaille sur des sujets qui pèsent des milliards, c'est nécessairement très compliqué et bizarrement, c'est un peu comme les journalistes, on préfère qu'ils s'y intéressent pas. Voilà, donc il y a une petite dimension quand même de prise de risque, en tout cas, qui fait que c'est pas tout à fait anodin comme sujet. Abus de pouvoir, alors là c'est multi-entrée. Abus de pouvoir, ça peut être l'abus de pouvoir. On se confronte à des problèmes d'abus de pouvoir. C'est logique qu'une organisation veut se protéger. Donc une organisation, elle a un pouvoir de faire des annonces publicitaires dans la presse, elle a des services de communication, elle a des moyens de payer des avocats, et donc elle peut être tentée d'abuser un peu de son pouvoir lié à, là en l'espèce on parle d'une des plus grandes banques européennes, qui a quand même investi 100 millions d'euros en communication autour de l'affaire Kerviel. Avec 100 millions d'euros, on en fait des choses. Donc voilà, est-ce que ça peut être qualifié d'abus de pouvoir? Je ne sais pas, mais on s'affronte à un pouvoir, ça c'est certain. D'un autre côté, le chercheur n'est pas lui-même totalement prémuni d'un risque d'abus de pouvoir. Au nom de quoi va-t-il prendre la parole et au nom de quelle autorité va-t-il se prévaloir pour faire valoir son point de vue? Moi je sais que je me suis souvent interrogé sur cette question. Voilà, est-ce qu'on peut se permettre d'être neutre? Est-ce que c'est possible sur des cas comme ça d'être neutre? Est-ce que quand on travaille sur des affaires allez au hasard, de dopage dans le cyclisme, est-ce qu'on est neutre? À un moment donné, c'est dopé, c'est pas dopé. Donc il faut choisir son camp, ou alors on s'y intéresse pas. Voilà, dès lors qu'on s'y intéresse, il faut essayer, je pense que la réponse est l'éthique, d'essayer à un moment de savoir s'arrêter quand on estime qu'on n'est pas compétent et de temps en temps tirer la sonnette d'alarme quand on juge que sur certains points, ça nous paraît choquant. Peut-on estimer l'impact de la recherche en gestion sur cette affaire? L'impact de la recherche en gestion, c'est toujours extrêmement compliqué à évaluer. Pourquoi c'est compliqué? Parce que, par définition, la gestion travaille sur l'action collective. Donc, qui dit collectif, c'est un peu comme... voilà, il y a un but de marquer. Alors, il vient d'où le but? De la passe décisive? Il vient de l'arrière qui a bien défendu et qui a bien récupéré? Ou il vient de l'attaquant qui, devant le but, a trouvé le coup de génie? Pour moi, il y a eu un impact de la recherche en gestion, c'est que la Cour de cassation a cassé les dommages civils. Je pense que sans prise en compte de la question de la gestion, j'espère humblement que des écrits divers et variés de chercheurs en gestion sur le cas, pas très nombreux, mais quand même à des moments un peu importants, le fait de s'être rendu dans des audiences, le fait d'avoir fait valoir qu'existait une recherche en gestion ait pu jouer un rôle. Donc je m'arrêterai à cette idée de dire que l'impact, ça a peut-être été une première jurisprudence de cour de cassation fondée sur des concepts de management. Les chercheurs réfléchissent-ils suffisamment leur rôle dans la société? C'est très difficile, sans paraître arrogant, de répondre à des questions sur le rôle du chercheur. Je pense que les chercheurs doivent être modestes d'abord quant à leur impact sur la société. C'est quand même très compliqué. Est-ce qu'ils pensent suffisamment leur rôle ou le rôle qu'ils pourraient jouer? Très honnêtement, je ne crois pas. Je crois que
on est pris dans un jeu aujourd'hui qui est un jeu de publication et qui consiste à être très largement dans l'entre-soi. Et on a beau passer notre temps à dire qu'il faut avoir de l'impact, qu'il faut s'interroger sur ces questions-là. Dès qu'arrivent les moments un peu décisifs, les questions de financement, les questions d'évaluation, les questions de promotion, c'est toujours les mêmes critères qui reviennent, c'est combien d'articles publiés dans les revues classées X, Y, Z, etc. Donc c'est pas facile de se poser la question du rôle. Moi je crois très sincèrement que la recherche comporte une part vocationnelle. On est dans un métier d'éducation, l'enseignement est indissociable de la recherche, c'est une conviction, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, mais moi c'est ma conviction, et que quand il y a cette part, une des raisons de cette part vocationnelle ne peut aller que de pair avec aussi une responsabilité vis-à-vis de ses étudiants. Quand on fait de l'enseignement, s'interroger sur l'enseignement qu'on délivre, quand on publie des articles, ce qui est susceptible d'être fait à partir des articles qu'on a publiés, pourquoi on les a publiés, quel était le sens de passer des heures, des jours, des mois, des années de vie à travailler sur certains sujets de recherche. Je dirais que se poser la question de son rôle, c'est un respect qu'on se doit d'abord à soi-même en tant que chercheur. Quelles recommandations pourrait-on faire à un ou une jeune collègue à l'aube de sa carrière de chercheur? Je vais en faire 2 recommandations pour les jeunes chercheurs. Première recommandation, follow the money. C'est un peu l'enseignement, je crois, de la conversation qu'on a eue aujourd'hui. À un moment donné, il faut retourner aux basiques. Et un des basiques, c'est qu'à un moment, le pouvoir, l'argent, c'est le pouvoir. Et donc, quand on suit l'argent, on se pose des questions et qu'on travaille sur des questions qui pèsent des milliards, forcément, on va trouver des choses intéressantes si on se donne un peu la peine de creuser. Donc, cette question, follow the money, ça me paraît pas idiot. D'ailleurs, les financiers nous disent toujours cash is king, cash is God, etc. Donc voilà, pour des chercheurs en gestion, ne pas s'intéresser au pouvoir, c'est probablement une faute professionnelle. Et si on s'intéresse au pouvoir, il faut s'intéresser à l'argent. Deuxième élément, quel conseil je donnerais? Alors je vais faire référence à un morceau de Rage Against the Machine, Know Your Enemy. Voilà, il faut connaître son ennemi. Je pense que la recherche c'est un sport de combat, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Pierre Bourdieu en parlant de la sociologie, qui est un sport de combat. Je suis convaincu que c'est un sport de combat et que quand on est chercheur, quand on veut faire de la recherche, quand on veut explorer, nécessairement il faut prendre le risque de chahuter un désordre établi. Voilà, pas forcément l'ordre établi, mais un désordre parfois un peu établi. Et donc dans ces moments-là, il faut réfléchir aussi à ce pourquoi on a choisi ce métier. Et à un moment, savoir aussi quel ennemi on a envie d'affronter quand on a envie d'aller faire de la recherche. Voilà. Pourquoi avoir participé à ce séminaire Recherche et Innovation Responsable? Je trouve que l'idée de ce séminaire Recherche et Innovation Responsable est une très belle idée, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, c'est à l'Institut Mines Télécom Business School et ça montre qu'on se déplace entre les différents lieux du plateau de Saclay. Deuxième raison, c'est en lien avec la Maison des Sciences de l'Homme, soutenue par la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay. Pour s'affronter à des sujets comme celui qu'on a traité aujourd'hui, il faut aussi être soutenu et il faut aussi ne pas avoir peur de montrer son indépendance. Et là, je trouve que c'est une belle marque d'indépendance, de s'être ouvert à ces sujets. Je crois que je n'avais jamais été convié ou eu l'opportunité sérieusement de traiter un peu de manière publique avec ces sujets, et j'en profite pour remercier vraiment très sincèrement Martine Orange et Philippe Houbet de s'être déplacés jusqu'à Évry à l'Institut Mines Télécom Business School. Concernant après le sens d'un tel séminaire, je pense que recherche, innovation, responsabilité, on est sur 3 sujets. On pourrait pousser d'un cran et dire que quelque part ils définissent peut-être même le sens d'un projet Paris-Saclay et de ce que pourrait être une université Paris-Saclay. Merci d'avoir regardé la synthèse de la 3e séance du séminaire Recherche et Innovation Responsable, coordonné par le laboratoire l'ITEM. Nous vous invitons à assister aux 4e et 5e séances de ce séminaire. La 4e aura lieu le 21 juin à Télécom Paris-Tech et portera sur le thème de l'innovation responsable. La 5e séance aura lieu le 2 juillet à Mines Paris-Tech et portera sur les relations entre sciences et société. Merci pour votre attention et à bientôt.